Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2021. On est le 27 janvier, il est 14 heures. Je débute l'enregistrement de cette vidéo qui sera dédiée au sujet de la 5G aujourd'hui. Alors, pourquoi la 5G ? Premièrement, j'ai dans mon entourage plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu informatique et on a eu des discussions autour de la 5G. Est-ce que c'est un tuyau plus gros? Est-ce que c'est une révolution? Machin. Et c'est vrai qu'on n'était pas vraiment d'accord et on n'était pas non plus très documenté sur la question. Et je me suis dit que, étant donné le niveau d'investissement que ça va nécessiter, étant donné également les attentes qui sont autour de cette nouvelle génération de télécommunications, c'était bon de savoir un peu de quoi on parle et c'était bon de partager un peu les informations que j'aurais pu glaner à droite à gauche. Donc ça a été la motivation et je vous cache pas également qu'il y a eu une petite intervention de notre président adoré Emmanuel Macron, qui a tout simplement insulté, s'est moqué des gens de la Convention citoyenne qui proposait un moratoire sur le déploiement de la 5G en rapport avec les impacts sanitaires que cela pourrait avoir sur les utilisateurs. Et sa réponse assez cinglante on va pas retourner à la lampe à huile, quelque part ça m'a titillé. Je me suis dit tiens, Manu il nous insulte, donc ça veut dire qu'il faut aller voir un peu ce qu'on raconte. Et donc c'est ce qu'on a fait en reprenant différents documents. Comme vous avez pu le lire dans le titre, cette vidéo s'intitule 5G, synthèse du discours officiel. Pourquoi je l'ai intitulé comme cela ? Simplement parce que j'ai pas lu un livre ce coup-là, j'ai lu un certain nombre de rapports qui ont été faits par différents acteurs. Et en fait, ils synthétisent clairement le discours officiel, ils répètent à peu près tous la même chose. J'en ai lu 5, 1, 2, 3, j'en ai même lu 6 complètement et j'en ai survolé 2. Ça va de certaines fondations à carrément un rapport ministériel. Donc on est vraiment dans l'officiel. Donc on va égrener rapidement les rapports que j'ai lus. Donc il y a un rapport La 5G prendre le virage du monde d'après de la Fondation Concorde. Il y a un rapport de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, IHEST, machin, qui lui s'intitule Évolution, Révolution ou Involution, qui a même été de la 4G à la 5G, qui a même été primé ce rapport. On a le rapport du SIGREF 5G, Anticipation et Opportunité. On a un briefing du Parlement européen sur les effets de la communication sans fil sur la santé. On a la NFR, qui est un institut officiel français, qui évaluation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques 5G. Donc voilà, santé. On a le comité stratégique de filière infrastructure numérique et groupe de travail 5G. Donc là, c'est pareil, c'est le Conseil national de l'industrie. Donc ça rigole pas. On a bien sûr le rapport de l'ARCEP, qui est le plus vieux, qui est qui est de mars 2017, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est eux qui font les appels d'offres pour vendre les ondes, les tranches d'ondes, par exemple, dont on parlera dans la suite. Voilà, et enfin, celui de septembre 2020, déploiement de la 5G en France et dans le monde, aspects techniques et sanitaires. Et là, c'est carrément un rapport ministériel. Là, je vous montre, ministère Solidarité, de la Santé, de l'économie, des finances et de la relance, et de la transition écologique. Donc ici, on va essayer d'aborder on va essayer de synthétiser ce que nous dit le discours officiel sur la 5G. Et on va voir si c'est n'importe quoi, si c'est bien construit, s'il y a des trous que j'arriverai à identifier ou pas. Voilà, on va essayer de se documenter un peu pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux de cette technologie qui est en train de se développer, sous nos yeux. La situation initiale, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, on peut parler du grand public. Et c'est ce que je disais en introduction. Il y a peu de gens qui s'intéressent à ce que c'est la 5G. Il y a peu d'enthousiasme autour de cette nouvelle technologie de télécommunication. Dans un des rapports même, qui est un rapport d'un collectif de professionnels,
Il y a même, bon, ils font des étonnements. Il y a même un étonnement, c'est qu'ils disent vraiment le public s'y intéresse pas. Ils sont même étonnés, les gens. Et d'ailleurs, eux qui étaient là en train de se concerter en faisant des ateliers d'échange, se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient très peu d'informations sur ce qu'est la 5G et sur comment elle va impacter nos vies. Et, euh, et c'est vrai qu'à part les fabricants et les équipementiers, franchement, personne n'en parle. Et je dirais que même les opérateurs, parce que là, on pourrait citer Bouygues et SFR par exemple, bah en France, ils sont plutôt en train de pousser pour la fibre, plutôt que pour la 5G. Donc, parce que la fibre, c'est aussi très efficace. Donc voilà, il y a vraiment, on va dire, une espèce de gel autour de ce sujet dans le débat public. L'autre situation initiale qu'on peut identifier dans les rapports que j'ai pu lire, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance publique, elle est totalement absente de la question. Alors quand vous lisez le rapport du ministère, c'est pas exactement ce qu'ils disent, hein, évidemment ils disent l'inverse. Mais globalement, ce qui ressort quand même, c'est que voilà, il y a peu d'intérêt et peu d'implication de la part de l'État dans le déploiement de la 5G. Et ça, c'est quelque chose qui met la France en retard. Hein, parce que vous avez pu, il suffit de googler ça en 2 secondes, mais peut-être que je mettrai des inserts là si j'ai la foi. Mais aux États-Unis ou en Chine ou au Japon ou en Corée, qui sont les pays plus ou moins leaders là-dessus, le Qatar aussi on peut nous citer, c'est l'État qui pousse énormément pour le déploiement. Nous en France, il y a vraiment un problème de gouvernance publique là-dessus. On laisse un peu le marché, en mode ultralibéral comme toujours, enfin comme souvent en France, on laisse faire le marché. Enfin, il y a il y a 2 derniers points qui sont liés. Donc il y a un premier point, c'est que en 2017, il prévoyait en 2022, donc l'année prochaine maintenant, quoi, dans 2 ans on va dire, le nombre de données échangées sur les réseaux soit multiplié par 10, ce qui provoquerait une saturation du réseau 4G. Et donc ça, évidemment, ça pousse pour que on installe un nouveau réseau 5G qui, vous allez le voir, est beaucoup plus performant, comme vous pouvez vous en douter d'ores et déjà. Et enfin, bien sûr, dans plusieurs rapports, c'était plutôt des rapports qui étaient faits en 2020, courant 2020, donc dans les périodes de confinement et tout ça. Évidemment, l'intérêt de la 5G après les périodes de confinement, il semble quand même clair, n'est-ce pas? Puisqu'on a tout digitalisé et virtualisé. Si on doit en parler en termes d'objectifs, mais je parle pas en termes d'objectifs de performance, qui est le point qu'on va aborder par la suite, simplement d'un terme de façon plus globale. Ce qui ressort des rapports, c'est que la technologie de la 5G, elle est indispensable pour établir une société du gigabit d'ici 2025. Alors la société du gigabit, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, faut y aller apparemment. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que pour la première fois dans l'histoire des télécommunications, la 5G, ça va devenir une norme internationale. Donc là, moi je le savais pas, je l'ai appris là. Tout ce qui est 4G, 3G, en fait, il y a plein de formats, enfin c'est assez technique, il y a plein de choses différentes de pays à un autre et tout, ça nécessite plein de boulot pour harmoniser le tout. Et là, la 5G sera pas le cas, elle a tout de suite été créée pour être internationalement déployée sur les mêmes standards et les mêmes formats. Donc là, on pourra l'utiliser partout de la même manière. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est un objectif aussi de la 5G, c'est de standardiser les télécommunications mondiales. Voilà, on peut là. Et bien sûr, le dernier, c'est qu'on va en parler après, mais pour déployer la 5G complètement, il va falloir faire beaucoup de travail, notamment au niveau des infrastructures. Et on n'aura pas une 5G complète et totalement effective avant 5 ou 10 ans, entre 5 et 10 ans. Donc là, on est en 2021, bon, c'est objectif 2030. Il suffirait de remplacer objectif par agenda 2030 et puis on aurait l'air complotiste sur cette chaîne. Voilà, donc ce sont les objectifs qu'on peut repérer dans la 5G, enfin dans les rapports qui sont liés à la 5G. Alors la 5G, c'est quoi en vérité, parce que là tout le monde vous dit oui, alors moi je vous parle avec mes amis et ils me disaient c'est un tuyau plus gros, c'est juste un tuyau plus gros, machin. Et moi quand je voyais les vidéos des techos sur internet, notamment celle qui est passée à Sekash avec Delamarche, où c'était un mec d'une université, un chercheur qui venait, qui disait non, ça n'a rien à voir, c'est une révolution, machin. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une technologie unique, c'est un ensemble d'innovations. Si on veut essayer de visualiser ça mentalement, en gros, c'est une nouvelle télécommunication qui est capable de s'adapter à tous les usages.
Hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la 4G, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes qui existent sur le marché. Avec la 5G, ça va devenir possible. Et ça va devenir possible à travers 3 nouveaux services principaux. Premièrement, évidemment, le tuyau plus gros. Donc là, ce qu'il faut voir, là, le haut débit qu'on connaît, c'est 4G, là, à côté de ce truc-là, c'est de la gnognotte. Hein. Là, je vous parle de 100 fois plus rapide que la 4G. Donc voilà, 100 fois plus de données, haut débit, machin, donc tout fois 100. Donc là, le tuyau, il passe de 1 à 100. Donc ça devient un gros tuyau. La deuxième performance attendue, le deuxième service qui va être fourni, c'est la faible latence. Ça veut dire que avant il y avait un temps de délai dans l'échange des données là entre 30 et 70 millisecondes en 4G. Et là on va passer à 4 millisecondes. 4 millisecondes, vous voyez ce qu'il y a ? T'as même pas le temps d'y penser que c'est déjà arrivé. Donc ça va très très vite. Et le troisième service qui est extrêmement important, qui est extrêmement une valeur ajoutée de la 5G, c'est qu'elle va pouvoir mettre un nombre connecté d'objets au kilomètre carré, qui aujourd'hui avec la 4G est de 10 000. Là, vous allez pouvoir passer à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré, par rapport à 10 000 à aujourd'hui. Donc vous voyez, imaginez la densité du truc par rapport à ce que ça pouvait être avant. Avant, on pouvait rien connecter quasiment. 10 000, c'est rien. Au final, au kilomètre carré, quand tu es en ville, tu te dis, bah c'est... voilà, à Paris, ça serait un téléphone sur 2, à peu près, parce que c'est 20 000 habitants au kilomètre carré, donc ça serait un téléphone sur 2. Là, c'est 1 million. Ça veut dire que c'est tous les téléphones, plus toutes les télés, plus tous les ordis, plus tous les... Enfin, c'est tout. Hein, voilà. Et aussi, ce million d'objets connectés au kilomètre carré, la différence qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'est pas connecté au réseau uniquement, mais ils sont connectés entre eux. Donc en fait, vous êtes capable de faire des maillages d'objets connectés, comme ça, qui vont être séparés les uns des autres, mais qui vont eux travailler ensemble. Donc c'est quelque chose de très nouveau et de totalement, on va dire, inédit dans les télécommunications. Pour que vous puissiez visualiser correctement l'impact de ces nouveaux services, par exemple, si on prend une usine, par exemple, si on prend l'industrie, on aura des usines 5G. Et ces usines 5G, elles seront capables, donc là je vous mettrai un schéma en lieu et place là, vous verrez que ça permet d'avoir en fait de la réalité augmentée directement dans l'usine. Et ça vous permet d'améliorer énormément les process de fabrication, d'anticiper la maintenance, et beaucoup de choses dans ce sens-là pour le fonctionner. Donc ce sera des usines mieux gérées par exemple. Par exemple, le fait qu'on puisse aussi connecter les objets entre eux, bah, ça va baisser les coûts d'entretien puisqu'ils vont mieux communiquer, on va mieux pouvoir suivre ce que ça propose. Sur les services publics, par exemple, je vous mettrai un autre schéma. Voilà, c'est des gains de transport, des gains de productivité en transport, dans les ports pour le fret. On va pouvoir contrôler à distance les grues, ce qui n'est pas possible. On va pouvoir tracer les conteneurs aujourd'hui de manière beaucoup plus simple et globale, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Donc tout ça c'est tous ces impacts-là. Dans la vie de nous de tous les jours, par exemple, ça ouvre la porte à la voiture connectée, qui permettra de réduire les coûts d'énergie avec des meilleurs trajets, une meilleure gestion de la voiture, de fluidifier le trafic, par exemple, une meilleure sécurité. Pour le particulier, c'est également, par exemple, une meilleure contrôle de sa consommation d'énergie. Donc voilà, en reliant les objets les uns entre eux, quand par exemple, voilà, vous avez un truc qui est éteint, bah, ça éteint tout le reste, et ainsi de suite. Ce genre de choses, on va pouvoir complexifier en fait la gestion générale des objets qu'on a autour de nous qui seront connectés. Voilà, on peut y avoir un impact sur la santé également, où on va pouvoir faire, donc ça c'est un peu le truc qui est déjà en place, mais qui va pouvoir la télémédecine, quoi, qui va pouvoir se massifier, et que des chirurgiens à distance puissent faire des opérations extrêmement compliquées. Voilà, ça c'est grâce à la latence. On va pouvoir être vraiment précis dans ce genre de choses, et ça va développer énormément de choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour vous visualiser un petit peu les impacts qui découlent de ces nouvelles performances. Si on parle purement technique, en 2 secondes, parce qu'en fait on va pas y passer 15 000 ans parce que c'est super compliqué, donc ceux qui aiment ça, bah, vous irez voir en détail sur internet les rapports que je vous ai mis là, vous verrez, vous avez des beaux schémas, ils expliquent ça très bien. On va simplement expliquer que sur le plan technique, en fait, il y a l'utilisation de la 5G, ça va permettre de mettre en place quelque chose qui s'appelle le network slicing, qui est la pierre angulaire de la 5G. C'est ce qui permet en fait sur la même infrastructure, donc vous comprenez sur le même réseau d'antennes, de mettre en place différents réseaux qui vont avoir un usage particulier. Là, je vous ai mis un schéma.
C'est-à-dire qu'en fait, avant, vous aviez tout le monde était connecté au réseau de la même manière, et là, en fait, vous allez pouvoir dimensionner les réseaux selon les besoins que vous avez, comme ça en tranche, quoi. C'est pour ça que c'est du slicing, hein, c'est de la tranche. Voilà. Et c'est le network slicing. Donc on fait ça comme ça, et ça, en fait, ça va permettre d'optimiser à mort votre infrastructure et de la rendre beaucoup plus performante. Une deuxième innovation technique qu'on peut garder en tête, c'est que aujourd'hui, avec la 4G, les applications et les cœurs réseau, ils sont centralisés hein, dans un gros data center qui centralise tout. Là, avec la 5G, en gros, on va décentraliser. La manière de travailler, les nouvelles antennes qui vont être mises en place, ça va permettre de décentraliser le réseau. Et donc, c'est une innovation technique importante. Et ça, si j'ai bien compris, c'est le edge computing. Voilà, en gros, aussi, on peut dire qu'avec la 5G, on aura une plus grande bande passante hein, qui va être mise en place. Et ça, par exemple, c'est ce qui pourra servir à faire de la télévision 8K ou même carrément de la réalité virtuelle, ce genre de choses. Donc voilà, sur le plan technique, il faut bien comprendre que c'est effectivement un gros changement parce qu'en fait, là, elle va nécessiter un renouvellement complet des infrastructures. Au niveau des infrastructures, donc, il va falloir renouveler complètement le parc d'antennes. Si vous voulez, aujourd'hui, avec ce qui est en place, aujourd'hui, via la 4G, vous pouvez commencer à déployer de la 5G, mais vous n'aurez pas de la vraie 5G comme ils souhaitent la faire advenir. C'est bien pour ça qu'au départ, on disait que c'est un objectif de 5 à 10 ans. Hein. C'est l'agenda 2030. Enfin, je veux dire, c'est l'objectif pour 2030. Et donc, effectivement, comme vous allez utiliser des fréquences plus hautes, hein, donc c'est les bandes millimétriques, et que ces bandes-là, en fait, elles sont plus hautes, donc elles ont une portée plus courte. Elles sont plus puissantes, mais elles ont une portée plus courte et elles pénètrent moins bien à travers les murs que les bandes qu'on utilise aujourd'hui avec la 4G, qui elles sont des ondes longue distance et très puissantes. Il va falloir totalement revoir l'infrastructure. Et donc ça veut dire évidemment une nouvelle génération d'antennes. Hein, et c'est en gros là c'est un point qu'on viendra voir après, mais c'est ce qui pose le problème au niveau de la santé. Non seulement installer de nouvelles antennes, mais surtout installer un nombre croissant d'antennes, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui est installé aujourd'hui. On considère à peu près qu'il faudrait, pour pouvoir relayer les ondes millimétriques dont je parle là, de environ plus 30% de bornes. Donc non seulement il faudrait changer tout le parc, mais en plus il faudra en mettre 30% en plus pour arriver à 100 000, pour couvrir le territoire de manière correcte. Hein. Ce serait même pas tout le territoire couvert complètement et totalement. Donc vous voyez bien que là, il y a un enjeu technique important pour les équipementiers, mais il y a aussi un enjeu économique, parce que qui dit renouvellement du parc complet d'antennes et nouvelles normes de télécommunications, dit de facto production industrielle d'antennes et renouvellement du parc de smartphones. Et là, on peut rentrer dans le chapitre économique, qui est un des chapitres évidemment déterminants hein, pour le développement de la 5G, puisque je viens de vous dire qu'il faut tout renouveler le parc d'antennes, plus en mettre plus 30%, voire peut-être même plus. Donc globalement, quand on regarde les rapports que j'ai pu lire là, il y a deux positions. Alors il y a la position de l'Union européenne qui est toute seule, et qui dit que le coût du déploiement de la 5G au niveau européen, ce serait de 500 milliards d'euros d'ici 2025. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, effectivement, 500 milliards d'euros, ça fait un bon billet. Et pour information, dans le plan de relance post-Covid pluriannuel, le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ils ont déjà prévu 145 milliards d'euros pour le marché unique, l'innovation et numérique. Hein, donc il y aura un gros billet européen qui va tomber pour mettre en place des antennes dans les grandes villes. Ça fait strictement aucun doute. Il y a une deuxième version de l'histoire, c'est de dire qu'en fait on ne sait pas combien ça va coûter. Et ça, c'est la plupart des rapports qui disent ça. Ils disent que c'est compliqué vraiment de savoir, d'évaluer le chiffre. Surtout qu'en plus, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucun débat, comme on le disait au départ. L'État non plus est pas du tout impliqué, l'État français est pas du tout impliqué à ce niveau-là, quoi. Donc il fait pas du tout son travail. Et c'est assez difficile à admettre, et quand on est contribuable évidemment, et surtout ça empêche de chiffrer correctement. Bon, alors par contre, ce qui est beau,
c'est qu'on sait pas combien ça va coûter. Par contre, on sait déjà combien ça va rapporter. Hein, ça, c'est c'est assez joli dans la vente du discours général qu'on nous impose. Donc là, par exemple, vous avez une étude du IHS Markit en 2019 qui prévoit qu'en 2035, c'est plus 13 200 milliards de dollars au total grâce à la 5G. Qui sera généré. Et rien que le matériel, construction et maintenance et abonnement doit représenter 3600 milliards de dollars, dont 124 milliards de dollars rien que pour la France. Donc ça fait quand même beaucoup de sous qui reviendraient. Voilà, il y a sur les coûts, par exemple, il y a Oxford Economy qui prévoit que ça coûte 8100 dollars par tête pour l'installation de la 5G au UK, 10 300 dollars par tête aux USA. Et par exemple, sur un pays comme la Corée du Sud, ça va coûter 20 milliards. D'accord ? Tout ça, en fait, on ne sait pas trop comment c'est calculé. Par contre, on nous dit aussi que ça va générer 113 milliards d'euros par an pour l'économie européenne d'ici à 2025. Donc là, on est en 2020, 2025, 113, ça fait 550 milliards d'euros générés. Voilà. Donc, en fait, là, clairement, sur le plan économique, c'est comme d'hab, on raconte tout et n'importe quoi, on met des chiffres un peu n'importe où et n'importe comment. On ne sait pas trop la réalité. Ce qui est certain par contre, et ça si on doit garder une idée en tête, c'est effectivement que déjà, au-delà de tous les services et des gains de productivité que ça va produire, vous avez en face le renouvellement du parc d'antennes et également le renouvellement du parc de smartphones. Et rien que ça déjà, ça commence à faire du cash. Faut pas l'oublier. Et puis après, toutes les applications, tout ce qui va être développé au niveau des nouveaux services qui vont être proposés. Voilà. Bien sûr, évidemment, dans ces rapports-là, on vous chiffre pas le nombre de gens qui vont être mis au chômage grâce à ces gains de productivité, évidemment. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans le monde de la 5G, c'est magnifique. On sait pas combien ça coûte, mais on sait déjà que ça va rapporter des centaines de milliards. Les gens ils vont pas être mis au chômage à cause de ça, c'est magnifique, faut l'implémenter. Si t'es pas d'accord, de toute façon, t'es une baltringue qui veut retourner au temps de la lampe à huile en 1830, et puis c'est tout. Sauf que évidemment, c'est pas aussi simple. Si on doit émettre des réserves, la première qu'on peut émettre, c'est l'impact écologique de la 5G. Aujourd'hui, les télécommunications, ça représente, alors c'est une fourchette parce que je pense que c'est pas une stat qui est très claire, mais entre 5 et 9% de l'électricité mondiale, et c'est 2% des émissions carbone. Et là, on se dit, c'est super, parce que la 5G, comme c'est des modules qui vont traiter environ 50 fois plus de données que la 4G, on va faire des économies au gigabit traité. Ça, c'est vrai. C'est vrai que une antenne 5G, elle est 10 à 30 fois plus économe d'énergie qu'une 4G par gigabit émis. Le problème, c'est que la 5G, elle va consommer 100 à 1000 fois plus. Donc, si vous voulez, la réalité, c'est que la 5G aujourd'hui en tant que telle, elle va tripler la consommation au minimum d'énergie de la 4G. À cela, évidemment, s'ajoute tout le problème du renouvellement du parc d'antennes et de l'impact, parce que c'est pas des produits qui sont faits avec 2 bouts de tôle et 3 bouts de cigarettes, vous avez bien compris, c'est des trucs d'assez haut niveau, donc l'impact écologique de la production de ces antennes là, c'est important. Et comme je vous l'ai dit, le renouvellement du parc de smartphones, et ça c'est pareil, on sait très bien que l'impact de cette production là, et puis là il y aura les smartphones, mais il y aura tous les objets connectés qui vont venir derrière, et on sait très bien que pour pouvoir faire des choses technologiques, il faut aller taper dans les terres rares. Et donc déjà qu'on est un peu sur la brèche en nickel, si ma mémoire est bonne, là ça va pas du tout arranger la situation. Donc je pense que c'est qu'écologiquement parlant, l'impact de la 5G il sera forcément négatif. Alors pour compenser, on va pas dresser qu'un tableau à charge. Pour compenser, c'est vrai que aujourd'hui, il y a encore la 2G et la 3G qui sont aussi utilisés en dessous de la 4G. En fait, moi je le savais pas, mais ces réseaux-là, ils n'ont pas été désactivés. Avec la 5G, on a prévu de les désactiver. C'est prévu. Bon. Et puis aussi, on se dit que avec la 5G, il y aura beaucoup d'améliorations, de gains de productivité, de moins de pertes à droite à gauche. Donc ça devrait aussi essayer de compenser. Mais globalement, ce qui ressort de la lecture de tous les rapports que j'ai pu faire, c'est quand même que l'empreinte écologique de la 5G, ça va être quelque chose qui sera négatif, très négatif au global. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est de voir dans les médias comment ils vont traiter le sujet, parce que je mets ma main à couper
que ce sera la carte écologique, elle sera mise en avant pour vous dire que plus vous êtes connecté, plus vous optimisez, et donc mieux vous êtes. Et sans jamais vous parler de l'impact de la production et de la nécessité de matières premières rares pour pouvoir construire des objets connectés. L'autre réserve qu'on peut émettre de manière assez simple, assez rapide et assez claire, c'est évidemment l'impact sur la santé. Aujourd'hui, on sait très bien que l'exposition aux ondes, ça a un impact sur la santé, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour mettre en place la 5G, on va multiplier le nombre d'antennes, puisque les ondes millimétriques, c'est des ondes plus petites, plus puissantes et moins perforantes. Genre un mur, ça arrête l'onde, quoi, en gros. Et donc on va virer les ondes 4G, puis on va foutre la 5G, on va vous foutre ça, et donc on va être exposé de manière beaucoup plus puissante à toutes ces ondes-là. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la protection de la population, ça incombe aux États. C'est-à-dire que si demain on a des scandales sanitaires, ça sera de la faute de nos amis du gouvernement. Voilà, ça faut pas l'oublier. Et donc quand on fait un point sur les rapports, ce qui nous explique, alors il nous explique oui, effectivement il y a un problème autour de l'exposition, on sait que les ondes ça va pas, mais en fait la réalité, la difficulté, et ça je veux bien les croire, je pense pas que ce soit du discours, c'est qu'aujourd'hui c'est impossible de faire une expérience sur l'exposition réelle que nous allons subir avec l'installation de la 5G. On a du mal à matérialiser, on a du mal à évaluer comment on sera réellement exposé à la 5G. Et donc, aujourd'hui, la réponse c'est, on ne sait pas si ça va avoir un impact ou pas. Quand on fait des études en laboratoire, en tout cas c'est ce que nous expliquent les rapports que j'ai lus, globalement l'opinion scientifique elle est divisée. Il y en a, ils vont vous dire, oui, effectivement, si vous mettez des rats près des antennes, ils développent des malformations, mais les mecs vous disent en même temps, bah oui, mais en fait ce que vous faites, c'est que vous les exposez 24 heures sur 24 pendant un an à un niveau fort. Il dit personne va être exposé de cette manière-là à un niveau fort 24 sur 24. Ça va pas marcher comme ça. Et donc ça, ils ont pas tort. Et les autres disent ouais, d'accord, mais nous on fait comment pour simuler? On est obligé de mettre une exposition minimale et on regarde les impacts. Donc si vous voulez, aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déterminer comment on va être exposé. Et donc de là, il y a un flou autour de l'impact sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la 5G ça va provoquer plein de choses négatives ou pas, et dans ce flou, on y va quand même. Donc le flou, c'est le flou. En conclusion, c'est une des choses qu'on pourrait dire, c'est que la 5G c'est tout flou. Là, on vient de parler de l'aspect sanitaire qui est flou, notamment à l'exposition des ondes. On a vu précédemment que sur le plan économique, c'est également le flou, parce qu'en fait on ne sait pas combien ça va coûter réellement d'installer tout le dispositif et toutes les infrastructures nécessaires au développement d'une 5G optimale et au niveau des attentes qui lui sont attribuées. On a dit 500 milliards, mais ça se trouve c'est plus, ça se trouve c'est moins, enfin voilà, c'est des estimations à la con. On ne sait pas non plus combien ça va rapporter, on sait que ça va rapporter, mais on ne sait pas combien, et puis on ne sait pas à qui. Qui va récupérer le gâteau? Très bonne question. Et enfin, là où c'est un peu flippant, c'est qu'on a aussi du flou autour des décisions au niveau de l'État. C'est que les décisionnaires aujourd'hui, on ne sait pas trop qui c'est. Il y a des rapports qui disent, nous, on a regardé, on n'a pas trouvé qui était réellement responsable de l'installation ou pas de la 5G, de sa régulation, du suivi de sa performance, du suivi de son impact sur la santé. Enfin voilà, donc il y a un gros flou qui tourne autour de la 5G. C'est pour ça qu'effectivement que dans le grand public, les gens sont peu enthousiastes ou sont peu documentés, peu intéressés, voilà. Et c'est quelque chose qui est relativement bien exclu du débat général, puisque c'est pas en traînant sur Internet que vous allez avoir on va dire l'agrégation de toutes les infos que j'ai pu vous donner ici pendant cette petite vidéo. Donc c'est un problème en effet. C'est quelque chose qui attire l'attention et qui est pas trop compréhensible. Pourquoi ce flou? C'est un peu difficile à comprendre. Si on essaie de prendre du recul un peu et de comprendre pourquoi, malgré un flou sanitaire, économique, on y va quand même et on y va à marche forcée et notre président se permet d'envoyer balader les gens qui proposent des moratoires sur son développement,
il y a des raisons. C'est pas pour hasard. C'est pas par hasard, pardon. Et effectivement, dans le flou qui est maintenu autour de ça, il encadre, je pense, trois, peut-être plus, mais moi j'ai repéré trois sujets réels qui sont nécessaires à mettre en lumière pour essayer de mieux comprendre le développement de la 5G, cette espèce de chape de glace là qui est autour de son développement. Alors le premier enjeu, je dirais, il est géopolitique. Là, je vous mettrai quelques insertions d'écran, mais dans le fond du débat, ils en parlent un peu dans les rapports. Il y a une espèce de course à la 5G. Cette course à la 5G, elle est aujourd'hui menée par la Chine en priorité. On peut lire dans des articles, par exemple, que Huawei et ZTE, qui est une espèce de filiale de Huawei, ils ont à eux seuls 55% des infrastructures de la 5G des télécommunications aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, puisque si en face on met Samsung, Ericsson et Nokia, on arrive à 43% du marché mondial. Et donc il faut bien comprendre que la 5G, ça s'inscrit dans cette lutte géopolitique large entre les États-Unis et la Chine. Et on a pu voir en Europe, qui est un peu on va dire le terrain de jeu de cet affrontement, voilà, certains pays exclure Huawei. Donc là, je pense notamment au UK, quoi, à l'Angleterre en priorité, mais pas seulement. On a pu voir aussi qu'en France, il y a eu des restrictions. Je vous mettrai encore une fois des articles, vous pourrez voir. De toute façon, ça se google en 2 secondes. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est la réalité. Et ceux qui veulent vraiment se poser la question, il y a aussi toute l'affaire de Huawei aux États-Unis, où on a arrêté la numéro 2 de Huawei America, tout ça, avec pour des raisons un peu obscures, d'espionnage. Voilà, donc il y a toute une géopolitique autour de ça qui est difficile à comprendre, mais qui justifie un peu ce flou. Le deuxième enjeu qui, on va dire, qui justifie ce flou de la part des élites, bien sûr, c'est l'enjeu économique. Donc, comme je l'ai précisé plus tôt, il faut rentrer dans la 5G pour des raisons géopolitiques, et demain, ceux qui n'ont pas d'indépendance au niveau de la 5G seront totalement à la merci de ceux qui détiennent les technologies. Et donc nous, on doit y aller parce que la France, l'Europe est globalement en retard, la France est particulièrement en retard, comme je l'ai expliqué au début, elle pousse plutôt pour la fibre, elle n'a pas vraiment choisi sa stratégie de développement de la 5G, donc ce qui n'est pas forcément un mal, mais qui a un retard, mais au sein de l'Europe, pour les différents rapports que j'ai lus, c'est important de mettre en place une stratégie européenne, et là-dedans la France, elle a plusieurs cartes à jouer. La première chose, c'est que la France, elle a des opérateurs de bon niveau, elle a des fabricants de bon niveau, et donc dans ce business de le renouvellement des infrastructures, elle pourra avoir sa carte à jouer au niveau européen. On est aussi bon dans les applications, dans le développement d'applications, et donc avec la 5G, comme on a pu voir avec le nombre d'objets connectés qu'il va y avoir, il y a tout un business du numérique qui va être multiplié par 1000, peut-être 10 000, je sais pas, enfin ça va être colossal. Et là-dedans, la France, elle pourrait récupérer une bonne petite partie, quoi. Enfin, on a, par exemple, si on prend la médecine ou si on prend l'industrie, ça peut nous permettre de nous remettre devant, et dans tout ce qui est un peu de pointe, je pense là au moteur, l'aéronautique. Donc je parlais de la médecine, on a souvent des greffes qui sont faites en France, des premières mondiales qui sont faites dans ce domaine en France. Tout ça, ça va nous servir. Donc effectivement, Macron il pousse à fond, et c'est tout à fait en cohérence avec son discours de Startup Nation. Donc imposer la 5G, la Startup Nation, tout ça, ça va de pair. Et en fait, moins on en dit au grand public, moins il y a de chances qu'il ait des critiques à porter, ou qu'il ait un regard critique sur ce que le gouvernement est en train de faire. Et donc globalement, effectivement, on nous maintient un peu dans un flou général, qui est pas forcément négatif. Enfin, c'est négatif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément à charge, mais effectivement, c'est un peu problématique quand on va être les utilisateurs de cette technologie par la suite. Enfin, je dirais que le dernier enjeu que j'ai pu repérer comme ça en lisant les rapports, et qui, moi, m'est ressorti, il est idéologique. La Startup Nation, l'idée d'avancer vers la société du gigabit, c'est quelque chose qui est une idée qui est très forte chez nos dirigeants,
Et on va y aller quoi qu'il arrive. Même si demain on découvre que ça fout des cancers, ça file des cancers d'être exposé aux ondes comme ça. Et ça sera à rebours, mais c'est pas grave, il faut y aller. Et tout ça, ça fait partie un petit peu de cette idéologie de l'homme nouveau, quoi, du transhumanisme, hein, qu'on a déjà abordé sur cette chaîne à différents égards. Ce niveau un peu, cette philosophie un peu positiviste, hein, qui consiste à tout mathématiser. Et via la 5G, il faut bien comprendre que comme on va avoir des millions d'objets connectés qui vont pouvoir faire tout et n'importe quoi, on va pouvoir transformer votre vie en données, données en data, quoi, en données informatiques, donc, et les mathématiser derrière, faire des stats incroyables. Et donc on va pouvoir tout mathématiser. Et donc il y a effectivement cette idée de contrôle de l'homme, de contrôle de la nature humaine, de la correction de la nature humaine si besoin, hein, très positiviste tout ça. Et donc le déploiement de la sagesse, ça fait partie de ça. Donc ça va dans le sens du contrôle des gens, ça va dans le sens de la fin de la vie privée, ça va dans le sens d'un peu de cette dimension qu'on peut ressentir beaucoup avec la crise du Covid, de la fin de la liberté individuelle et de la fin de la vie privée. Et ceux qui ont du mal à concevoir ça, là je vous mettrai aussi en insert des articles, mais il faut bien comprendre que les applications qu'on utilise aujourd'hui, il y en a une sur 3 au moins, là je vous mets l'article, qui vole les données. Et ça se trouve c'est peut-être plus. En fait, toutes elles contournent les règles de la CNIL ou de ce que vous voulez. Elles contournent les règles pour pouvoir vendre vos données, les utiliser, les mathématiser et faire des stats et les vendre. Et là, avec la 5G, il faut bien voir que le nombre d'applis que vous pouvez avoir sur votre téléphone par rapport à ce qui va arriver dans les années qui viennent, ça va être fois 1000. C'est encore la même chose. Là, vous aurez des applis pour tout. Votre poids, votre cœur, le nombre de pas que vous faites par jour, ce que vous mangez, le niveau de sucre, tout. Enfin, on va pouvoir tout, les fringues que vous aimez, tout. On va pouvoir tout mathématiser. Et donc, dans cette optique-là, idéologique générale de l'homme nouveau, de l'homme transhumaniste, de la fusion des identités numériques et biologiques, hein, dont a parlé notamment l'auteur de Covid-19, The Great Reset, Klaus Schwab, il y a une logique, il y a une démarche générale qui est cohérente. Et donc c'est pour ça que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on ira vers cette nouvelle technologie, quel que soit, quoi qu'il en coûte, comme dirait notre président. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, vous en aurez un peu appris sur la 5G, un peu mieux pour vous éclairer sur ce que c'est. Pour terminer, on dira, est-ce que c'est une révolution ? Comme je le disais au début de cette vidéo, je ne sais pas si c'est une révolution. En tout cas, sur le plan des infrastructures, c'est un renouvellement complet. L'impact sociétal va être très très fort. Il va énormément changer notre vie, notre approche par rapport aux objets. On peut utiliser le mot révolution ou pas. Après ça, c'est au curseur de chacun de se placer où il veut. Et je dirais que s'il y a un troisième volet également qu'on peut classer dans cette révolution, en plus de la technique et en plus de l'impact sociétal, c'est aussi l'impact personnel et individuel de chacun. Parce que maintenant que tout sera mathématisé, le nombre d'applis va être multiplié par 1000, comme je le disais, et ben est-ce que il n'est pas important pour les gens qui ont compris, qui ont compris l'utilité et l'objectif de cette mathématisation générale via l'informatique et les télécommunications, est-ce que c'est pas aussi un moment de révolutionner un peu sa mentalité, d'essayer de prendre un peu de recul? C'est peut-être une autre révolution qui sera à venir là-dedans. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite encore une bonne année 2021, gardez le courage, gardez la foi, et à bientôt.